En 2021, grâce au concours financier de l'Agence de l'eau, les chambres régionales d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, en partenariat avec la DRAF, ont mené une étude socio-économique sur l'agriculture irriguée du bassin Adour-Garonne. Cette étude vise à mettre en lumière la place et le rôle de l'agriculture irriguée dans l'économie agricole et agroalimentaire du bassin, cela afin de contribuer aux réflexions et aux décisions en matière de politique publique, mais aussi de renforcer la connaissance et la communication sur l'irrigation. Cette étude est divisée en deux parties. La première étudie un certain nombre de bases de données à l'échelle du bassin Adour-Garonne pour quantifier l'enjeu socio-économique que représente l'irrigation et certaines filières clés particulièrement liées à cette pratique. La seconde partie s'attache à expliciter la place de l'irrigation au sein des exploitations agricoles et dans la dynamique des territoires. Cette partie a pris la forme de 5 diagnostics territoriaux, dont 4 ont été réalisés par des étudiants AgroParisTech en 2020 et 2021. Cette série de vidéos présente leurs résultats. Les territoires qui ont été étudiés sont les suivants. Ils ont été choisis pour refléter différentes facettes de l'agriculture irriguée du bassin et pour en présenter divers enjeux. Voilà, donc je passe la main à Claire Ortega et Garance Sistrun qui ont travaillé dans le bassin Adour-Amont, plus exactement dans la partie gersoise, majoritairement gersoise de ce bassin. C'est un stage qui s'est inscrit aussi bien dans le cadre de l'étude globale sur le bassin Adour-Garonne que dans les travaux du projet de territoire pour la gestion de l'eau porté par l'institution Adour sur ce bassin de l'Adour-Amont. Claire et Garance, je vous laisse la main. Ok, merci Ariane pour cette introduction. Bonjour à tous, merci d'être là pour assister à la restitution de notre travail. Nous, c'était notre stage de fin d'études. On a réalisé toutes les deux avec Claire un diagnostic agraire dans le nord du bassin Adour-Amont, en s'intéressant plus particulièrement aux enjeux de l'agriculture irriguée. C'est un stage qui a été financé par l'institution Adour dans le cadre du début du PTGE, comme l'a dit Ariane, et par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, et qui a été encadré par la Chambre régionale d'agriculture Occitanie. Donc voilà le plan qu'on va dérouler pendant cette présentation. D'abord, on va présenter donc, le contexte du stage, le principe du diagnostic agraire et plus précisément la zone que l'on a étudiée toutes les deux. Ensuite, je présenterai donc là, ça vous parlera plus aussi après le zonage agroécologique des deux sous-régions que l'on a identifiées au sein de notre zone d'étude. Après, Claire détaillera les trajectoires des systèmes de production de la zone d'étude depuis les années 50. Ça nous amènera à une typologie des systèmes de production actuels. Voilà, et on fera une comparaison des résultats économiques de ces différents systèmes de production qu'on a identifiés et avant de conclure. D'abord, donc, on voulait rappeler que le bassin Adour, que l'Adour est un fleuve du sud-ouest, que le périmètre du bassin Adour-Amont est en bleu clair sur le schéma de droite. Et donc, nous, on a travaillé à l'extrémité nord du périmètre du PTGE sur une zone qui fait à peu près 300 km² et qui regroupe à peu près 300 agriculteurs. Donc, la méthode du diagnostic agraire, c'est 3 étapes. D'abord, on a étudié le milieu dans lequel travaillent les agriculteurs, donc grâce à de la bibliographie, mais aussi à une étude de terrain. Donc, ça veut dire regarder le climat, le relief, les sols, la géologie, tout ça. Ensuite, on a étudié l'histoire agricole depuis les années 50, grâce là aussi à de la bibliographie et à un certain nombre d'enquêtes auprès d'agriculteurs à la retraite. Donc nous, on en a réalisé une 50aine. Et ensuite, on a essayé, grâce à des entretiens avec des agriculteurs en activité cette fois, de faire une typologie des systèmes de production actuels qui existent sur ce territoire et de modéliser leur fonctionnement avec une méthode qu'on présentera au moment des résultats économiques.
Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir discuter des perspectives d'évolution de ces différents systèmes en ayant bien compris d'où ils venaient et pour essayer d'imaginer vers où ils vont. Et en particulier, nous, donc, autour de la question de l'eau. Donc, on voit sur la carte de gauche tout le bassin Adour-Amont. Donc, l'Adour prend sa source dans les Pyrénées. C'est un fleuve qui est pluvio-nival, donc alimenté à la fois par les pluies et par la fonte des neiges, ce qui va avoir comme conséquence notamment d'avoir des débits très forts en sortie d'hiver. Et c'est le cas dans notre zone d'étude avec des crues fréquentes. L'Adour est aussi un fleuve qui a été aménagé, en partie aménagé pour du soutien d'étiage l'été. Donc c'est surtout l'Adour et ses affluents. Et je voulais dire aussi oui, il y a une nappe alluviale tout le long de l'Adour, et y compris dans notre zone d'étude, qui est la seule ressource qui va être utilisée pour l'irrigation. Et donc, sur notre zone d'étude, là, qui est à droite, plus précisément à droite, on voit qu'il y a toute la vallée de l'Adour, plus foncée sur la carte, et de nombreux affluents secondaires de l'Adour qui, eux, vont être alimentés seulement par les pluies. Et on va voir que ça va avoir des différences en termes d'accès à l'eau et à l'irrigation dans les différentes parties de notre zone d'étude. Voilà. Ensuite, donc, on a étudié le climat. Donc à gauche, on a représenté le diagramme ombrothermique de la zone d'étude avec des données moyennes. Et on voit que ce diagramme, donc, il y a une échelle particulière, c'est-à-dire que l'échelle est double entre les températures et le niveau de précipitation. Et normalement, ça nous permet de voir s'il y a des périodes de déficit hydrique au sein de l'année. Donc ça se serait matérialisé par une courbe des températures qui passe au-dessus des niveaux de précipitation. Là, sur le diagramme moyen, il n'y a pas de période de déficit hydrique qui apparaît. Et pourtant, quand on regarde les données détaillées, donc année après année, on se rend compte que c'est assez fréquent. On a représenté à droite sur cet autre graphique le nombre de mois de déficit hydrique par an donc pour tous les relevés, donc entre 1963 et 2020. Donc on se rend compte qu'il y a souvent des mois de déficit hydrique, qui sont en particulier des mois d'été et d'automne, et que ça s'accentue au fur et à mesure du temps. Donc là, on voit bien que dans les années 2000, il y a plus de mois de déficit hydrique par an qu'avant. On a identifié aussi une augmentation globale de la température et des précipitations qui sont à la fois moins bien réparties dans l'année, avec des mois d'été plus secs, mais aussi moins bien répartis entre les années, avec des années où il va y avoir beaucoup, beaucoup de précipitations et d'autres où il y en aura beaucoup moins. Donc là, vous avez le détour plus précis de notre zone d'étude, dans laquelle on a identifié en fait deux sous-zones qui vont être d'un côté la rivière basse gersoise, donc avec la vallée de l'Adour qu'on voit là en blanc sur la carte à droite, et de chaque côté les coteaux qui bordent cette vallée. Et là, ensuite la zone plus au sud des coteaux du Madiranais, donc autour de Madiran, et des vallées secondaires de l'Adour, du Sagette et du Bergonce, qui sont, donc, comme je disais tout à l'heure, des cours d'eau seulement alimentés par les pluies. Et donc dans ces deux sous-zones, on va avoir des grandes différences d'accès à l'irrigation. Alors, donc pour parler rapidement de l'histoire géologique de cette zone, donc c'est une zone qui est au cœur du bassin aquitain. Le bassin aquitain, c'est comme une cuvette, en fait, qui a reçu au fur et à mesure du temps, qui a été comblée par des apports en provenance notamment des Pyrénées et des dépôts qui se sont faits pendant des périodes de transgression marine, c'est-à-dire des périodes où la mer était sur le bassin aquitain. Donc on a représenté deux coupes géologiques, une dans chaque zone, pour mieux détailler les différents types de sols que l'on retrouve dans notre zone d'étude. Donc là, on présente d'abord la rivière basse gersoise. Donc on voit, je commence par le bas, donc la couche la plus ancienne qui va être la couche des molasses d'Aquitaine, donc un substrat qui s'est déposé c'est un substrat qui vient surtout de matériaux des Pyrénées qui se sont déposés sur le bassin aquitain. C'est une couche qui fait plusieurs kilomètres et qui a
qui est globalement argileuse et imperméable, avec par endroits des bancs calcaires lorsqu'il y avait donc des épisodes de transgression marine, comme je disais. Ensuite, se sont déposés les dépôts des sables fauves et des glaises bigarrées, qui sont là aussi des dépôts marins, qui ont donné des sols plus sableux pour les sables fauves et plus limoneux pour les glaises bigarrées. C'est donc des sols qu'on retrouve assez peu au final sur notre zone d'étude. Et enfin, au-dessus, des nappes alluviales anciennes qui vont être caractérisées par des sols plus argileux avec éventuellement des graviers ou des galets dedans. C'est des terroirs particulièrement adaptés pour la vigne. Voilà. Et ensuite, toute cette série de dépôts a été creusée par le passage des cours d'eau qui ont déposé, donc qui ont creusé les matériaux en place et déposé eux aussi des matériaux. Donc ça va être tout ce qui est alluvions, qui sont dans le fond de la vallée, les matériaux alluviaux. Donc nous, on a une terrasse d'alluvions anciennes, puis des alluvions plutôt récentes dans le Lit majeur et le Lit mineur. C'est globalement des sols argilo-limoneux avec plus ou moins de cailloux. Et qui sont appelés boulbènes sur ce territoire. Et enfin, vraiment, juste autour de l'Adour, à cause des mouvements de l'Adour, on va avoir des endroits avec des sols très filtrants, très caillouteux, très filtrants, qu'on a appelés terres de rivière, et à l'inverse, d'autres endroits avec des sols très limoneux, très hydromorphes. Ensuite, les cours d'eau du Madiranais, donc on retrouve la même succession de dépôts, la même série de dépôts, avec par contre une histoire un peu différente à la période des glaciations dans le Quaternaire, qui fait qu'on a des vallées dissymétriques avec un versant doux qu'on a appelé glacis, enfin qui est un glacis, où là c'est des histoires de gel, de dégel, de vent, de neige qui ont remanié un peu les molasses, les ont mélangés aux colluvions et ça donne des sols quand même moins argileux que les molasses. Voilà, et donc un versant abrupt qui est assez rarement mis en culture. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour les terres de glacis, là, les molasses remaniées sont aussi appelées boulbènes dans cette région. Et donc toutes les boulbènes ont été plus ou moins lessivées au cours du temps, ce qui a entraîné par endroits la formation d'un grep, donc c'est les petits traits rouges sur le schéma, qui est une couche très imperméable et qui va parfois saturer en eau le sol. Alors, on va passer à l'évolution des systèmes de production depuis les années 50. Alors, la situation initiale dans les années 40, c'est que la majorité des exploitations pratiquent la polyculture polyélevage. Donc, sur les terres de boulbène dont Garance a parlé, on pratique une rotation prairie artificielle, maïs, céréales diverses, céréales de printemps. Les céréales et le maïs sont utilisés pour nourrir une basse-cour plurispécifique, gaver des oies et éventuellement un cochon dont les foies sont vendus et éventuellement engraisser un cochon pour la consommation du foyer. Le blé est échangé pour avoir du pain. Et la prairie artificielle sert, en plus des prairies permanentes qui se situent sur les terres de rivière et sur les coteaux abrupts, à alimenter un troupeau de vaches mixtes de race gasconne, dont on vend les veaux à 3 mois et dont le lait est autoconsommé. En plus de ça, chaque exploitation dispose dans la vallée soit d'un carré de quelques arts de vigne, soit dans les coteaux de quelques hectares de vignes, du coup dont le vin est vendu au négoce, alors que dans la vallée, quand il y a que quelques arts de vigne, il est autoconsommé. Alors, je vais répondre à la question maintenant. Prairie artificielle, du coup, c'est prairie monospécifique de légumineuses. Chaque exploitation a également du coup des landes sur les sables fauves ou sur les argiles ou sur les terres très argileuses marécageuses. Et la lande est utilisée à la fois pour faire la litière pour les vaches, mais également pour l'alimentation des vaches pendant l'étiage fourrager estival. Du coup, dans la vallée, on distingue deux types d'exploitations, celles qui ont toutes leurs terres dans la vallée,
et celles qui ont leurs terres à cheval sur les coteaux et la vallée, dont on ne parlera plus dans la suite de la présentation pour l'évolution des systèmes de production, par souci de temps. Et ensuite, dans le Méditerranée, il y a également deux types d'exploitations. Les exploitations de glacis, qui disposent d'une grande proportion de terres labourables et d'une petite proportion de terres de coteaux, et les exploitations des villages qui ont davantage de terres dans les coteaux et moins de terres labourables. Du coup, les évolutions après en 1950, déjà c'est l'arrivée du tracteur, puis plus tard du corn-picker, qui permettent d'augmenter la productivité physique du travail. En plus de ça, il y a l'apparition du maïs hybride et de tout le paquet technique qui va avec. C'est-à-dire que c'est une variété à haut potentiel dont le potentiel est exprimé grâce à l'utilisation d'engrais de synthèse. Grâce à l'utilisation des phytosanitaires, on peut augmenter la densité de semis, ce qui fait que les rendements sont doublés en presque en 10 ans. Et en plus de ça, les amendements chimiques vont permettre de défricher les landes et de les mettre en culture, et donc d'augmenter la surface cultivée en maïs, ce qui va permettre de commencer à vendre du maïs et des céréales à la coopérative. En parallèle, la révolution fourragère, donc les agriculteurs ont accès à des semences fourragères à plus haut potentiel, et c'est l'apparition des prairies temporaires à la place des prairies artificielles, et du coup les prairies temporaires qui sont des prairies d'association graminées légumineuses. L'accès à une grande proportion de prairies temporaires va permettre d'élever des FFPN pour la production de lait, donc la frisonne française pinoire, qui a un plus grand rendement laitier. Et le travail va être facilité par l'arrivée du pot-trayeur pour la traite. Et donc, à partir de là, on va commencer à vendre du lait à la coopérative également. Et dans les années 50, pour la partie viticole, la troisième production importante de l'époque, les caves coopératives, à la fois pour la partie rivière basse et pour le Méditerranée, vont se créer, ce qui va permettre aux petits producteurs de se libérer de la production de vin et de livrer directement le raisin à la coopérative, tandis que les agriculteurs qui choisissent l'orientation vitivinicole vont renouveler leur chai et commencer à mettre en bouteille leur vin. Du coup, en termes d'évolution vraiment des systèmes de production, en rivière basse, les plus grandes exploitations qui vont avoir une grande proportion de prairies temporaires vont s'orienter vers la production laitière, et les plus petites exploitations qui ne vont pas forcément avoir accès à tous les changements décrits précédemment vont continuer sur le même système, donc en continuant à vendre du veau sous la mer, du veau de 3 mois. Et dans le Méditerranée, les exploitations de glacis qui ont une forte proportion de prairies temporaires vont pouvoir produire du lait également, tandis que dans les exploitations de village, on va plutôt maintenir le système existant avec la vente de veau de 3 mois. Dans les deux cas, il peut y avoir des viticulteurs indépendants qui commencent à s'orienter vers la production de vin. Dans les années 70, les premières évolutions, c'est les remembrements et le drainage des terres. Le drainage qui permettent d'utiliser les nouveaux moyens de production tels que les moissonneuses-batteuses. Ensuite, au début des années 70, c'est l'apparition du maïs semence également, qui est une culture à haute valeur ajoutée. Et en parallèle, en fait, va se mettre en place l'irrigation à partir du milieu des années 70. Donc, dans la vallée, avec les aménagements de la CACG qui va canaliser différents ruisseaux et permettre en fait à tous les agriculteurs d'irriguer. Et dans le Méditerranée, cette accession à l'irrigation est beaucoup plus partielle, puisque seules deux communes de la zone d'études sont rattachées au réseau de Bastillon, qui permet d'avoir accès à l'irrigation grâce à des retenues sur le Larcis. L'irrigation va permettre d'augmenter les rendements en maïs, de sécuriser les rendements en maïs semence, mais également de mettre en culture de nouvelles terres, donc notamment les terres très filtrantes de bord d'Adour. Et du coup, ce développement à la fois augmentation des rendements en maïs, qui est bien rémunéré grâce à la mise en place des prix garantis et le développement du maïs semence, les exploitations vont avoir une plus grande capacité d'investissement. Et cette capacité va être investie soit dans la restructuration du vignoble, puisqu'en 1972 est mis en place le plan de restructuration des vignobles du Sud-Ouest dans le cadre de la politique agricole commune, soit en augmentant la surface irrigable au fur et à mesure que le matériel évolue et que donc il est plus facile d'irriguer une grande surface par actif.
En rivière basse, la majorité des exploitations se spécialisent en céréaliculture, puisque l'élevage devient non nécessaire à la survie des exploitations, sauf les plus petites qui n'ont pas forcément la capacité d'investir tout de suite dans l'irrigation et qui vont donc maintenir le troupeau laitier au moins jusqu'au milieu des années 80. Et dans le Méditerranée, les exploitations laitières vont continuer de s'agrandir, soit en ayant accès à l'irrigation grâce au réseau de bâtillons, ce qui va permettre d'investir dans la stabulation libre et la salle de traite, soit sans irrigation et donc pas d'investissement dans la stabulation libre et salle de traite, et maintien du pot-rayeur jusqu'au milieu des années 80. Et les exploitations de vaches allaitantes vont rester en vaches allaitantes, mais par contre passer de la production de veau sous la mer à la production de broutard, car le prix du veau sous la mer s'effondre en raison de la concurrence à l'époque des veaux en batterie qui explosent ailleurs en France. Les viticulteurs indépendants se maintiennent bien évidemment. Dans la période d'après, entre 85 et 2000, il y a plusieurs évolutions. Déjà, les quotas laitiers qui sont suivis de la fin des prix garantis au début des années 90. Du coup, dans la vallée, entre les quotas laitiers et un ciseau des prix défavorable avec la montée du coût des intrants, mais un coût des productions qui va être fluctuant en raison de la fin des prix garantis, la production laitière est complètement abandonnée. Les exploitations qui étaient encore laitières sont reprises par d'autres exploitants et qui vont y installer l'irrigation pour étendre leur surface cultivée. Et par ailleurs, le contexte de prix défavorable va donner seulement deux solutions aux agriculteurs, soit s'agrandir, soit accéder à des productions à haute valeur ajoutée. Les coopératives locales vont permettre d'accéder à ce genre de production en proposant des contrats de culture légumière, notamment maïs doux, haricots verts, des contrats pour la production d'asperges et en développant des filières avicoles, soit pour le gras, soit pour des volailles de chair, en hors-sol. Dans le Méditerranée, la diversification de la production passe aussi par la restructuration du vignoble et son développement, parce qu'à ce moment-là, les prix sont largement favorables au développement de cette production. À partir des années de 85, il y a également obligation d'irriguer le maïs semence. Donc, il disparaît à ce moment-là des coteaux du Méditerranée, sauf dans les communes irriguées par le réseau de bâtillons. Et certaines exploitations vont pouvoir construire une retenue collinaire, mais cela nécessite d'avoir le terrain qu'il faut pour pouvoir mettre en valeur l'eau et pouvoir construire une retenue assez grande. Voilà, donc ça c'est le ciseau des prix défavorables dont je vous parlais. Voilà, et du coup en termes d'évolution des systèmes, en rivière basse, les exploitations qui étaient déjà spécialisées en grande culture, soit vont parvenir à s'agrandir assez, soit vont diversifier leur production avec de l'asperge ou du prêt-à-gaver. Et donc, les dernières exploitations laitières soit disparaissent, soit entament une double activité. Et dans le Méditerranée, avec l'arrivée des quotas laitiers, si on a l'opportunité de faire des vignes, on va plutôt arrêter l'activité laitière pour se tourner vers la vente de raisins à la coopérative, soit on va maintenir l'élevage laitier, mais dans ce cas-là, on investit quand même dans la stabulation libre et la salle de traite. Et sur les vaches allaitantes, le prix du broutard à ce moment-là n'est pas très élevé, le contexte économique n'est pas très favorable. Du coup, soit on agrandit le troupeau fortement, soit on construit un élevage avicole de type poulet. Je vais reprendre à partir de là. Donc, la dernière partie, donc des années 2000 aux années 2020, on a représenté à nouveau les prix donc du maïs en bleu et des intrants agricoles en rouge, avec l'électricité qui apparaît en jaune. On voit que le ciseau des prix dont parlait Claire s'accentue, en particulier des années 2013 jusqu'à cette année, avec des prix du maïs qui étaient très bas et équivalents, voire inférieurs au prix des moyens de production agricole. Donc, ce ciseau des prix défavorables entraîne une diminution de la valeur ajoutée qu'on peut créer par hectare. Et donc,
va entraîner un agrandissement des exploitations on a donc besoin d'une plus grande surface par actif pour maintenir son revenu et donc ça va entraîner un agrandissement des exploitations céréalières de la rivière basse. Ensuite, ces années sont aussi caractérisées par un certain nombre de crises, les crises aviaires qui à partir particulièrement des années 2015, sont fréquentes et se répètent d'année en année et mettent en danger la santé économique des systèmes qui ont un atelier avicole. Et ensuite, la crise aussi de certaines AOP rouges en France et notamment des AOP du Sud-Ouest qui vont entraîner là aussi pour les coopérateurs une moindre rémunération, enfin plutôt une rémunération à l'hectare qui n'a pas augmenté depuis les années 2000, voire qui a diminué. Et donc, même chose, on a besoin d'un plus grand nombre d'hectares pour pouvoir maintenir son revenu, et en particulier en investissant, par exemple, si on a plus de vignes, on peut investir et amortir des plus grosses machines qui vont permettre de limiter les coûts de main-d'œuvre, comme des effeuilleuses ou des vendangeuses. Voilà, ce qui ne sera pas accessible aux plus petits qui vont arrêter la production de vignes. Et donc, on a une concentration des surfaces en vignes. Chez les indépendants, il y a eu aussi donc, de nombreuses faillites de domaines et ceux qui continuent sont ceux qui ont les moyens de se diversifier, de faire des vins plutôt des IGP, voire des vins sans IG, plus adaptés à ce que demande le consommateur en ce moment, voire de passer en bio aussi. Au niveau de la gestion de l'eau, c'est l'apparition des quotas d'irrigation dans les années 2000 et depuis 2013 la création de l'OUGC Irrigadour. Donc, on avait, avant la création de cette OUGC, on nous a raconté des restrictions préfectorales à l'irrigation très fréquentes l'été, alors que depuis que cette OUGC a été mise en place, et il passe notamment par une gestion très concertée des volumes d'eau, avec une mise en place de tours d'eau quand il y a une tension sur la ressource en eau l'été qui va entraîner la disparition de ces arrêtés préfectoraux depuis quelques années et donc une meilleure gestion de cette ressource en eau au niveau de la rivière basse en tout cas. Et ensuite, on a aussi donc, un nouveau périmètre de l'ICHN qui est l'aide PAC qui est censé compenser les handicaps naturels. Il y avait un certain nombre de communes du sud des coteaux du Méditerranée qui pouvaient toucher l'ICHN. Qui ne le peuvent plus et ça va en particulier impacter des systèmes où il y a plutôt des vaches allaitantes et donc on va voir dans les résultats économiques ce que ça va engendrer. Alors ça nous a amené donc à notre typologie des systèmes actuels. Donc en rivière basse, on note la prédominance d'exploitation de grandes cultures avec des tailles différentes et qui sont un peu inversement proportionnelles à la quantité de cultures sous contrat qu'on a, c'est-à-dire que les exploitations les plus petites sont celles qui ont des pourcentages de cultures sous contrat et qui sont donc des cultures à plus haute valeur ajoutée les plus importantes. Ça a permis de maintenir pour la grosse majorité des exploitations céréalières de taille relativement moyenne au regard des exploitations de France, voire avec des tailles plutôt faibles. Et il y a aussi donc, les exploitations avec un atelier avicole, notamment de prêt à gaver. Ensuite, en rivière basse, les exploitations de la rivière basse qui ont accès à des terres de coteaux dont on n'a pas du tout parlé jusque-là, on a donc des exploitations qui vont être spécialisées avec de la grande culture et des vignes pour la coopérative, qui sont des exploitations qui ont des plus larges surfaces, mais qui font vivre un plus grand nombre d'UTH. Et on voit bien là les surfaces en vignes relativement importantes, autour de 15 à 30 hectares. Là, on peut aussi dire que c'est aussi la vigne qui entraîne l'obligation d'avoir ce plus grand nombre d'actifs parce qu'il y a des pointes de travail entre la vigne et les grandes cultures, notamment au printemps, où il faut vraiment avoir 2 actifs familiaux pour gérer ces 2 ateliers. Et on a aussi donc, des exploitations avec un atelier avicole. Et enfin, les exploitations du Méditerranée, donc qui sont très diversifiées. On a trouvé quelques exploitations, c'est vraiment une minorité, qui n'ont pas accès du tout à l'irrigation, qui ont des grandes cultures en sec, plus des petites surfaces en vigne et un atelier avicole. Voilà, les autres exploitations qui ont en général pas ou peu d'irrigation, c'est les viticulteurs indépendants qui sont vraiment spécialisés pour la
la production de vin aujourd'hui et qui ont assez rarement des grandes cultures à côté, par exemple. Là, on peut noter que les plus petits viticulteurs indépendants, donc 6-8 hectares de vignes, n'ont en général pas de reprise aujourd'hui, enfin, en tout cas ceux qu'on a vus, alors que les exploitations de 15 à 25 hectares ont l'air d'être plus pérennes. Et on peut aussi dire qu'il y a des exploitations avec des surfaces beaucoup plus grandes qu'on n'a pas modélisées, mais qui existent sur ce territoire, avec plus de 100 hectares de vignes, plus de 200 hectares de vignes, 400 hectares de vignes. Des exploitations beaucoup plus grandes. Ensuite, il y a les deux types d'exploitations qui ont des vaches allaitantes, qui sont des exploitations qui peuvent aller jusqu'à des grandes surfaces, donc 160 hectares pour un actif, c'est quand même une surface assez importante, et des exploitations donc, qui sont assez minoritaires aussi dans les coteaux du Méditerranée et dont la dynamique aujourd'hui est vraiment d'aller chercher des terres dans les vallées adjacentes qui sont irriguées, avec l'espoir de faire des cultures contractuelles notamment. Et ensuite, il y a tout le groupe des exploitations qui ont à la fois des grandes cultures et des vignes à destination de la coopérative. Mais là, donc, on voit plusieurs tailles aussi. Les exploitations de 100-120 hectares avec seulement 8 hectares de vignes qui disparaissent de plus en plus. Comme je le disais avant, voilà, les surfaces en vigne ont tendance à se concentrer plutôt dans des exploitations qui, bien qu'elles ont une surface totale plus faibles, ont une part importante de leur SAU en vigne. Donc là, on a pris 25 hectares, mais ça peut être même plus. Du coup, je vais rappeler rapidement la méthode qu'on a utilisée pour les calculs économiques. Donc, on a d'abord calculé le produit brut à partir des rendements et prix moyens des productions auxquels on a retiré les consommations intermédiaires. Donc, ça va être à la fois les phytosanitaires, les amendements, le carburant, l'électricité pour l'irrigation. Ça donne la valeur ajoutée brute. Ensuite, on retire les dépréciations du capital fixe. Donc, ça, c'est pour tout le matériel. On soustrait le prix d'achat au prix de revente et on le divise par le nombre d'années d'utilisation pour avoir sur chaque matériel la dépréciation. Ça nous donne la valeur ajoutée nette. Et cette valeur ajoutée nette va ensuite permettre de rémunérer les employés, donc on retire les salaires et les charges sociales, de rémunérer le foncier, donc on retire les taxes foncières et le fermage, et de rémunérer le capital, donc en soustrayant les intérêts sur le capital emprunté. Ce qu'il reste, c'est le revenu agricole avant subvention. On ajoute les aides de la PAC et ça nous donne le revenu agricole après subvention. Et donc ensuite, on a retiré la MSA, donc on a retiré à peu près 30% sur les revenus qu'on avait trouvés. Voilà, donc ça, c'est un graphique de la répartition du produit brut par hectare qui permet de bien visualiser la valeur ajoutée créée sur chaque exploitation. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer pour les viticulteurs indépendants, c'est que ce sont eux qui dégagent le plus de produits bruts, mais également la plus grande valeur ajoutée, malgré des dépréciations sur capital fixe très importantes liées à l'amortissement de matériel coûteux pour le chai sur une petite surface. Ce qu'on remarque également, c'est que les exploitations qui ont un atelier avicole dégagent un grand produit brut, mais qui est largement consommé par l'achat d'alimentation pour les animaux, puisque ce sont des élevages hors sol. Et enfin, donc dans les systèmes qui allient grandes cultures et vignes, qui ont le petit point rose au-dessus, ce qu'on remarque, c'est que plus la proportion de vignes sur la surface est importante, plus on dégage un produit brut et une valeur ajoutée importante. Et on peut faire le même constat en rivière basse par rapport à la proportion de cultures contractuelles dans la sole. Ensuite, donc ce graphique présente la valeur ajoutée nette par actif en fonction de la surface par actif. Ce qu'on remarque, c'est que en haut, donc ceux qui dégagent le plus de valeur ajoutée, ça va être les exploitations de la rivière basse qui ont une proportion de cultures sous contrat importante. Les plus grandes exploitations qui ont moins de cultures sous contrat dégagent une valeur ajoutée un petit peu moindre. Sur la diapo d'après, on remarque que donc là, les 3 barres vertes, ce sont les exploitations avec des terres dans la vallée et dans les coteaux.
celui qui dégage le plus de valeur ajoutée, c'est celui qui a le plus de terres dans la vallée et donc le plus de cultures contractuelles. Et les deux barres vertes d'en dessous sont celles avec le gavage. Donc le gavage, c'est la vert foncé qui permet quand même de dégager un peu plus de valeur ajoutée et l'autre avec un peu moins de culture contractuelle. Et ça, pour le Madirani, donc ce qu'on remarque, c'est que ce qui permet le plus, sans irrigation, de dégager de valeur ajoutée, c'est les viticulteurs indépendants. Que les exploitations qui ont accès à très peu d'irrigation, qui sont représentées par l'ellipse du bas, dégagent peu de revenus, enfin, créent peu de valeur ajoutée. Et après, ce qui permet de s'en sortir, ça va être une plus grande proportion de vignes dans l'assolement, ou alors le fait d'avoir un atelier avicole ou l'accès pour le trait bleu là, à des cultures contractuelles dans le Madirani. Si on compare les revenus maintenant entre les différentes exploitations par actif familial, on peut faire à peu près les mêmes constats. Donc, les plus gros revenus sont dégagés par les exploitations de la rivière basse. Donc là, il y a les subventions qui sont comptées. C'est pour ça que le premier archétype a un revenu important, puisque plus la surface est grande, plus on touche de subventions. Voilà. Et dans le Madirani, donc, on a quand même des types d'exploitations qui n'ont pas accès à l'irrigation, qui ont des revenus inférieurs au SMIC, ce qui explique que certaines exploitations ne soient pas reprises, ou du moins pas en l'état. Voilà. Et dernier graphique qui présente la part de subvention dans le revenu agricole. Et au-dessus, ça indique la part de la SAU irrigable. On remarque bien quand même que les exploitations les moins dépendantes des subventions, c'est celles qui ont le plus accès à l'irrigation. Et que dans le Madirani, là où on n'a quasiment pas accès à l'irrigation, le revenu est exclusivement composé de subventions, puisqu'on a des revenus négatifs sinon. Voilà. Et pour conclure, dans le contexte actuel de prix pour ce territoire en particulier, c'est l'accès à l'eau qui détermine la pérennité des exploitations, puisqu'elle permet d'avoir accès à des cultures contractuelles, maïs semence, maïs doux, haricots verts, ce qui permet d'avoir un revenu agricole plus important. Et ça a des retombées socio-économiques importantes, puisque ça maintient de l'emploi dans la rivière basse, par exemple pour les usines de semences, les usines de transformation de haricots verts. Alors que dans le Madirani, le tissu socio-économique est quand même moins développé. Enfin, c'est moins maintenu, disons. Voilà. Et en perspective, il y a toutes les questions d'importance accrue de l'eau avec le changement climatique, notamment la question d'irrigation de la vigne et les incertitudes sur les quantités d'eau qui seront disponibles à l'avenir. Tout en notant que le coût des terres irrigables dans la vallée est quand même très élevé, ce qui pourrait poser des problèmes de reprise quand même.